original. Bonjour à tous et bienvenue bienvenue à notre conférence déjeuner qui va porter aujourd'hui sur l'étude d'impact, l'augmentation de la capacité d'accueil en termes d'infrastructure. Je me présente, Valérie Daigneault, directrice du secrétariat de la grappe de l'audiovisuel au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Sans plus tarder, je cède la parole à ma présidente directrice générale, Mme Christine Maestracci. Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette conférence du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Je me présente, Christine Maestracci, présidente et directrice générale du BCTQ. Dans le cadre de notre mission de favoriser la croissance de l'industrie audiovisuelle du Québec et d'attirer davantage d'investissements étrangers sur le territoire, le BCTQ a mené au printemps dernier une étude d'impact sur l'augmentation de capacité en termes d'infrastructures de production et a aussi identifié les actions nécessaires pour permettre d'intégrer de nouvelles infrastructures au parc actuel afin d'accroître, voire même doubler notre capacité d'accueil. RCGT, firme conseil reconnue dans l'industrie et partenaire prestige du BCTQ, s'est penché sur ce sujet en présentant les grandes tendances de l'industrie, la situation des villes concurrentes à Montréal, ainsi que les retombées potentielles découlant de l'expansion des infrastructures de production. Le BCTQ tient à remercier les équipes de messieurs Éric Julien, Jean-Philippe Brosseau et Nicolas Plante pour leur contribution à la réalisation de cette étude. Un merci également à nos partenaires qui ont collaboré grandement à ce projet, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Montréal International, Investissement Québec, la SODEC, le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds d'investissement de la culture et des communications, Grande Studios, MELS, Actis 514 Yati. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, M. Jean-Philippe Brosseau, directeur principal conseil en management de Raymond Chabot Grant Thornton. Merci et bonne conférence. Excellent. Mais bonjour à tous. Donc, merci Christine, merci Valérie pour cette introduction. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de l'étude que nous avons fait au début de l'année 2021. Donc, étude d'impact qui portait sur l'augmentation de la capacité d'accueil en termes d'infrastructure en mettant l'emphase sur l'attraction de davantage de production étrangère au Québec. Donc, dans le fond, l'étude a été dirigée par moi-même et par Éric Julien, associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, aujourd'hui, ce sera moi qui vous présentera les grands constats de l'étude. Donc, un petit peu de contexte sur l'étude. En fait, ce qui a amené le BCTQ à se pencher sur cette question-là, en fait, c'était le constat que Montréal avait atteint sa capacité maximale d'accueil dans un contexte d'industrie internationale qui était en pleine croissance et qui est appelé à croître aussi dans les prochaines années. D'ailleurs, je vous présenterai quelques données là-dessus dans les prochaines minutes. Donc, l'hypothèse de base, là, c'était de notre mandat, c'était qu'il y avait une volonté là, de doubler le volume de production étrangère au Québec. Donc, en gros, là, de passer de 300, presque 400 millions de dépenses de production étrangère au Québec à un volume de 800 millions d'ici les prochaines années. Donc, le contexte aussi, c'était que le BCTQ et différents joueurs majeurs de l'industrie, donc Netflix, Amazon, HBO, Disney, Apple TV, ont eu des discussions dans les dernières années, et que, considérant là, les capacités qui étaient déjà pleines dans les studios montréalais, c'était difficile d'attirer davantage de production. Et aussi également dans le contexte où le BCTQ et les autres membres les autres parties prenantes de l'industrie à Montréal et au Québec, on constate qu'il y avait eu beaucoup d'annonces dans les dernières années à Toronto, Vancouver, des annonces d'investissement dans les nouveaux studios. Et
que nous avons en fait une concurrence à Montréal avec ces deux villes-là là, dans l'attraction de production. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là là, que le BCTQ nous a donné un mandat chez Raymond Chabot pour faire une étude là, qui visait à favoriser la croissance et à regarder là, quels seraient les impacts d'avoir des studios additionnels dans la grande région de Montréal. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un bref portrait de l'industrie de l'audiovisuel. Ensuite, je vais plonger là, sur l'étalonnage qu'on a fait des différentes villes concurrentes de Montréal en Amérique du Nord là, en termes de production audiovisuelle. Ensuite, quelques diapositives là, sur les différentes tendances en termes de hub de production et de technologies innovantes qui sont utilisées là, dans les studios actuellement. L'analyse de terrain également qu'on a faite pour regarder à quel endroit pourrait être situé un nouveau studio à Montréal. Les retombées économiques qui seraient générées par un projet d'agrandissement, donc par la construction d'un nouveau studio et aussi par les dépenses de production qui seraient faites à l'intérieur de ces studios-là. Et finalement, un bref survol des incitatifs fiscaux et quelques recommandations là-dessus aussi pour faire en sorte là, qu'on maximise les capacités au Québec. Donc, Christine les a nommés d'entrée de jeu, mais c'est important, là, je vais le redire, en fait, qu'on a été mandaté pour faire l'étude, mais que l'ensemble des partenaires qu'on voit à l'écran et que Christine a nommé tout à l'heure ont été des collaborateurs qui ont été très, très précieux dans le cadre de la réalisation de l'étude. À la fois là, les organisations de développement économique du Québec, les studios actuels à Montréal et aussi la FIC, l'Actis, qui ont été très, très collaborateurs dans le cadre de notre étude et qui nous ont fourni des informations très, très utiles dans la réalisation là, de nos analyses. Donc, c'est à soulever là, parce qu'il y a eu une belle collaboration de tous les joueurs de l'industrie pour cette étude. Donc, quelques données sur le portrait de l'industrie. Donc, dernière donnée là, disponible, on ne parlera pas de 2020 considérant la COVID. Donc, la dernière année complète là, au Québec, on a atteint là, presque 2 milliards de production cinématographique et télévisuelle. Parmi ce 2 milliards-là, on a environ là, 18% qui provient de la production étrangère, donc environ là, 360 millions. Donc, on voit que la production locale détient encore la plus grosse part du gâteau. Là, on parle de plus de 50% du 2 milliards, donc environ 1 milliard de production locale au Québec en 2019. Le volume, le résiduel, donc le 600 quelques millions qui reste, concerne tout ce qui est effet visuel, là, ce qui est communément appelé le VFX. Ensuite, lorsqu'on regarde les différentes tendances depuis plusieurs années, donc le graphique que vous voyez à l'écran est assez marquant. Quand on regarde là, pour le territoire américain, le nombre de séries, d'une part, est en croissance constante depuis 2011. Là, on est passé d'un nombre total de 198 séries télévisées produites aux États-Unis à proche à plus de 450 en 2020. Et l'autre élément important à tenir en compte, c'est l'accroissement notable de tout ce qui est vidéo sur demande. Donc, c'est un phénomène qui était émergent au début des années 2010, mais quand on regarde les données de l'année 2020, le nombre de séries télé, en fait, là, sur vidéo sur demande, représente maintenant là, plus du tiers de ce qui est tourné dans les studios américains. Donc ça, c'est un point qui est très, très important pour identifier où est la demande actuellement, donc l'importance de vidéo sur demande. Puis quand on regarde, là, je vous ai présenté quelques données plus sur ce qui s'est passé dans les dernières années. Et quand on se projette dans le temps, on voit que les revenus mondiaux, là, selon certaines sources statistiques, là, devraient continuer de croître fortement dans les prochaines années. Donc, on devrait atteindre 127 milliards de production d'ici 2025. Est-ce qu'on appelle là, la guerre des plateformes de vidéo sur demande va continuer dans les prochaines années. On le sait, là, les différents producteurs que j'ai nommés tout à l'heure, les Disney, Amazon, HBO, etc., sont à la recherche continuelle de contenu pour attirer
des abonnés sur leur plateforme. Donc, ça pousse là, la production de plusieurs séries télé. Donc, les revenus devraient continuer à croître dans les prochaines années dans ce secteur-là. Donc, c'est de bon augure là, pour les producteurs de toutes sortes là, dans l'industrie audiovisuelle. Quand on regarde justement le contexte aussi de à quel endroit se font les tournages actuellement, il y a, disons, il y a les cinq hubs principaux que sont Los Angeles, New York, Atlanta, Vancouver et Toronto. Donc, considérant que Los Angeles a un taux d'occupation qui est de presque 100%, ça crée de la demande dans d'autres villes qui sont équipés de studios pouvant accueillir ce type de production-là. Donc, comme on voit là, Toronto est très important, Vancouver également. Atlanta aussi s'est développé fortement dans les dernières années et New York demeure un lieu très, très prisé là, pour la production audiovisuelle. Donc, Montréal est quand même un hub majeur en Amérique du Nord. Toutefois, on voit là, que la superficie des studios disponibles est beaucoup plus faible là, que dans les autres villes concurrentes là, où il y a le plus de production cinématographique en Amérique du Nord. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on s'interroge justement à quel endroit la croissance qu'on projette dans les prochaines années, dans quelle ville cette croissance se déploiera. Donc, justement, ça nous a mené à faire un étalonnage des principales villes concurrentes de Montréal. Donc, tout ce qui touche là, le nombre de studios, les tendances aussi, les spécificités aussi de chacune de ces municipalités-là. Donc, on a New York, Atlanta, Vancouver, Toronto, pour lesquels, là, dans le rapport complet, là, je vous présente certains éléments aujourd'hui, mais dans le rapport complet, on a vraiment fait une description détaillée de l'ensemble des studios dans chacune de ces régions métropolitaines-là pour bien documenter les tendances et quel type de production se fait dans ces 4 grandes villes-là. Pour New York, en fait, là, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un endroit qui est très, très prisé, qui, comme le démontre aussi là, le graphique sur la page là, qui est en expansion au niveau du nombre de tournages. Par contre, à New York, on a beaucoup de plus petits studios qui ne sont pas nécessairement faits là, pour recevoir des tournages de films à grand déploiement. Et on a aussi là, une contrainte d'espace qui est marquée à New York, le coût aussi des terrains qui est très, très élevé. Donc, on a des limitations aussi donc, dans l'expansion de l'industrie. Par contre, on disait déjà, là, la situation qu'on voit déjà, qu'on voyait déjà en 2020 une demande qui surpassait l'offre de studios sur le territoire. Quand on regarde justement à Vancouver, donc Vancouver aussi, on a vu beaucoup de croissance dans les dernières années. Vancouver qui est aussi avantagé là, par le fait que Vancouver est dans le même fuseau horaire que Los Angeles. On prend un vol et puis c'est pas très, très loin là, en avion de Los Angeles. Donc, ils sont très, très avantagés par cet élément-là. Donc, outre le fait là, que Vancouver est un joueur majeur dans l'industrie en Amérique du Nord, il y a aussi des initiatives importantes là, que je voulais relever ici là, concernant le développement durable dans l'industrie. Donc, les différentes parties prenantes de l'industrie en Colombie-Britannique se sont aussi alliées là, pour faire valoir des pratiques durables dans l'industrie audiovisuelle. Donc, ce qu'on appelle la stratégie Real Green. Lorsqu'on regarde en Ontario, donc on le sait, l'Ontario, plus spécifiquement Toronto, a reçu beaucoup de projets dans les dernières années, a eu beaucoup d'investissements majeurs. Quand on pense, par exemple, à Netflix, là, qui a conçu des nouveaux studios et qui sont engagés à rester là plusieurs années. Donc, on voit là, que l'évolution était très, très importante dans les dernières années à Toronto. On est passé d'un volume, là, on a presque doublé le volume total de production au total et on voit que la part de la production internationale a aussi fait en sorte, en fait, là, que la source, ultimement, de la croissance qu'on a constatée en Ontario provient principalement du volume international. Et en ce moment, justement, là, on tourne beaucoup de séries télévisées en Ontario.
Autre élément qui est intéressant à Toronto, et je reviendrai un petit peu justement dans les tendances, là, dans les grands studios à travers le monde, c'est le regroupement de certains studios dans une zone géographique plus restreinte qui crée une espèce de zone là, où on a une concentration plus élevée de studios et puis de fournisseurs de services. Donc, ça fait en sorte qu'on peut optimiser parfois là, les différents éléments, les différentes infrastructures qui sont offertes aux producteurs. Puis on revient justement sur le fait que Netflix a signé des contrats à long terme là, avec Pinewood et CineSpace là, pour les tournages au cours des prochaines années. Donc, en gros, à Montréal, on a environ 400 000 pieds carrés de superficie de scène. Donc, on a 27 scènes réparties entre les deux joueurs majeurs que sont Grande Studio et Melz. Là, on a retiré là, tout ce qui est studio là, de production là, télévisuelle, plus là, disons Radio-Canada, etc. Donc, on met l'emphase sur qu'est-ce que Melz et Grande Studio ont actuellement. Et on le sait, chacun des deux grands studios montréalais ont annoncé dans les dernières semaines, derniers mois, des projets d'expansion qui ne sont pas mis ici. Là, donc, je rappelle que l'étude a été faite là, entre les mois de février et avril 2021. Donc, certaines données là, peuvent avoir changé là, depuis le mois d'avril. Donc, justement, là, quand on regarde les projets d'expansion, donc ici, on voit que on note les projets d'expansion chez Melz et Grande. Par contre, on n'a pas de projet là, d'aussi grosse envergure qu'on a pu documenter, notamment à Toronto. Là, je pense que dans les dernières semaines, on a encore entendu des investissements pour des millions, des centaines de milliers de pieds carrés additionnels pour des studios à Toronto. Puis on a aussi beaucoup de projets en développement à Vancouver, Atlanta et New York. Donc, on a, là, avec les projets annoncés par Melz et Grande, on a peut-être un 150-200 000 pieds carrés de plus. Donc, il reste que, même avec cet ajout-là, on va rester là, avec des superficies qui sont beaucoup moindres que pour les 4 autres joueurs qui sont les principaux concurrents de Montréal là, quand les producteurs décident d'aller voir ailleurs qu'à Los Angeles. Donc, quand on regarde au niveau justement des principales tendances en termes de hub de production et technologies innovantes, donc dans le cadre de nos analyses, on a justement vu là, que de plus en plus les studios sont situés dans des secteurs géographiques où tu vas avoir ce qu'on appelle des pôles innovants et créatifs là, qui vont réunir l'ensemble des parties prenantes qui sont reliées de près ou de loin au studio. Donc, on voit quelques exemples là, sur la diapositive. Donc, on parle à la fois là, de logements pour accueillir soit les personnes qui travaillent à temps plein dans les studios, donc des complexes de condos, aussi d'avoir des hôtels qui permettent d'accueillir les travailleurs qui sont plus saisonniers ou même les acteurs qui viennent visiter les villes pour le temps du tournage. L'importance de plus en plus aussi de l'industrie du VFX et des jeux vidéo qui viennent souvent en relation dans le tournage de films et de séries télévision. Les espaces verts aussi qui sont de plus en plus importants. Là, on voit dans les projets studios, là, on voit de moins en moins là, de gros entrepôts construits dans un parc industriel. Là, on voit plus justement là, des espaces créatifs, innovants, là, où on a des espaces verts qui sont au travers de ça. Aussi la présence de cafés, restaurants, les fournisseurs techniques et tous les sous-traitants qui vont être situés dans un même écosystème, mais aussi la proximité de transports publics, des écoles et aussi de cinéma et musées. Donc, si on veut faire un petit parallèle avec ce que le gouvernement du Québec a développé dans les dernières années, là, le concept de zone d'innovation, sur lequel le Québec table pour créer des pôles de croissance dans certains secteurs d'activité. Donc, on voit le même type de croissance de pôle, mais relié directement là, au secteur audiovisuel. Puis j'amène quelques exemples justement ici. Tantôt, je parlais de Toronto. Donc, on a justement là, le projet du Basin Media Hub qui peut s'apparenter justement là, à quelque chose comme ça, là, où on tente de réunir
différentes parties prenantes de l'écosystème audiovisuel, d'avoir des bâtiments conçus sur mesure pour les besoins de l'industrie, qu'on est situé à proximité du centre-ville, c'est relié par les transports publics. Donc, vraiment favoriser là, une concentration des différentes parties prenantes de l'industrie au sein d'un même secteur géographique. Même chose qu'on voit à New York, là, où à New York, là, on a un développement à Brooklyn de ce qu'on appelle le Brooklyn Navy Yard. On a aussi les studios à Sunset Park dans le terminal Bush à New York. Donc, des projets aussi qui s'apparentent là, dans de pas seulement construire un studio en tant que tel, mais de construire des écosystèmes qui réunissent les différentes parties prenantes au sein d'un même endroit. Et aussi la même chose à Atlanta, où on voit là, que l'écosystème, on voit certaines images là, qui sont fournies, là, mais on voit que justement, là, on a des logements, on a des espaces verts qui sont situés à travers les studios. Donc, on crée vraiment des nouvelles zones géographiques développées là, pour accueillir ces studios-là. Donc, aussi, l'importance, revenir sur l'importance de Netflix dans les dernières années, qui a ouvert des hubs un petit peu partout dans le monde. Donc, tantôt, j'ai parlé de Toronto, mais ils ont fait la même chose à New York, à Vancouver, à Albuquerque, aux États-Unis, à Londres aussi et à Madrid. Donc, l'importance aussi de Netflix qui s'établit, qui signe souvent des baux à long terme là, sur plusieurs années, qui peuvent être profitables justement pour des joueurs locaux là, pour s'assurer d'avoir une stabilité dans le niveau de production qui est fait localement. Et puis l'autre élément important là, à mettre de l'avant, c'est l'importance de plus en plus grande là, des installations de ce qu'on appelle de Dell immersive. Donc, l'importance des technologies, des équipements qui viennent supporter les studios. Puis je reviendrai tantôt là, quand on va parler des retombées économiques, mais le fait que, outre la coquille en tant que telle du studio, c'est important aussi d'avoir des équipements à la fine pointe de technologie et qui sont de plus en plus utilisés dans les studios et qui permettent parfois justement d'éviter d'aller faire des déplacements à l'extérieur en créant des images comme ça qu'on voit. Ça, c'est une image qui nous avait été fournie par le Studio Grande, là, où on reproduit des images là, qui n'auraient pas été possibles il y a quelques années. Et puis, le fait, là, justement, la pandémie COVID-19 a aussi catalysé ce genre de demande-là en faisant en sorte là, de pouvoir filmer des éléments comme ça là, à l'intérieur de studios. Donc, l'autre volet de notre étude, c'était aussi de faire un balisage des terrains qui seraient potentiellement disponibles là, pour construire un nouveau studio dans la région de Montréal. Donc, en collaboration avec le comité, le comité de suivi de l'étude, on avait identifié certains facteurs de localisation. Donc, bien sûr, le coût d'acquisition du terrain qui peut être un des avantages de Montréal par rapport aux 4 autres villes dont j'ai parlé tout à l'heure. Le coût d'acquisition des terrains va typiquement être un petit peu moins élevé à Montréal que ça peut l'être à Toronto, Vancouver ou New York. Donc ça peut être un avantage pour localiser des studios dans la grande région de Montréal. D'avoir une taille de terrain d'environ 1 million de pieds carrés pour permettre là, la construction d'un studio de base, mais aussi d'avoir l'espace pour construire des agrandissements au besoin. La prise en compte de certaines distances, donc l'aéroport de Montréal, des autres aéroports, du centre-ville également, qui est un point important qui revient là, dans le choix de producteur, puis aussi le fait qu'un acteur va choisir ou non d'accepter de tourner dans un film, l'accessibilité au transport en commun et aussi la présence de commerce de proximité. Aussi le périmètre de 25 km depuis les coins des rues Papineau et Sherbrooke à Montréal. L'importance aussi de la pollution sonore et de la vibration qui peut avoir des impacts sur les lieux de tournage et aussi la qualité des sols, géotechniques et contamination qui vont avoir un impact là, sur le choix d'un terrain. Donc, dans le cadre de l'étude, je ne rentrerai pas dans le fin détail encore une fois. Là, on a dans l'étude complète, on a la description vraiment détaillée de la trentaine de terrains qui ont été documentés. Donc, une trentaine de terrains documentés dans la grande région de Montréal. On n'a pas seulement documenté des terrains là, sur l'île, mais on a documenté des terrains là, à la fois
dans les Laurentides, en Montérégie, aussi à Laval. Donc, on voit qu'on a une belle brochette là, de terrain disponible un petit peu partout sur le territoire de la Ville de Montréal et aussi dans les couronnes sud et dans les couronnes nord. Donc, quelques terrains, comme on voit, plus dans l'est de Montréal, dans le secteur en redéveloppement, aussi quelques terrains à proximité de l'aéroport de Longueuil, à Saint-Hubert, et aussi quelques terrains intéressants identifiés là, à Laval, à certaines jonctions d'autoroutes. Donc, tous des terrains qui ont été répertoriés en collaboration avec le BCTQ, en collaboration aussi avec la FTQ, qui était le Fonds de solidarité de la FTQ, qui était partenaire de notre étude. Donc, leur volet immobilier qui nous ont aidé aussi à identifier certains terrains et d'autres partenaires, là, Montréal International et aussi les villes de Laval et de Longueuil qui nous ont aidés à documenter des terrains qui seraient accessibles pour la construction selon les critères que j'ai parlé il y a quelques instants. Donc, ici, quelques exemples, c'est les 18 terrains qui ont ressorti comme étant les plus porteurs. Je n'entrerai pas dans le fin détail, mais on voit le type d'informations qu'on a pu sortir. Donc, les superficies, les distances au centre-ville, les distances de l'aéroport, quels sont les propriétaires actuels, c'est quoi la proximité des transports en commun. Donc, on va avoir une liste détaillée là, des différents terrains potentiellement accessibles là, pour quelqu'un qui voudrait développer un nouveau studio dans la grande région de Montréal. Donc, lorsqu'on rentre au niveau des retombées économiques, donc, ce qu'on a regardé ici, c'est vraiment retombées économiques sur deux éléments. Donc, d'une part, on a regardé quelles seraient les retombées économiques qui découleraient des dépenses qui seraient faites pour la construction d'espaces de production additionnels. Donc, tout le temps en gardant en tête que l'objectif de tout ça, l'objectif qui nous a été fourni par le BCTQ et ses partenaires, donc on garde en tête qu'on veut doubler environ là, la production étrangère au Québec. Donc, on est allé chercher donc, pour une dépense d'environ 400 millions additionnels de production de contenu au Québec, quelles seraient les dépenses associées en studio pour pouvoir accueillir ces productions additionnelles-là. Donc, selon les recherches qu'on a vues et les consultations qu'on a faites au sein là, de l'industrie, on est arrivé à environ des constructions d'espace qui coûteraient 382 millions pour accueillir un 400 millions additionnel de production par année au Québec. Donc, c'est ces deux volets-là que nous avons simulés là, pour obtenir les retombées économiques. Donc, sans rentrer là, dans le jargon trop précis économique, là, on a utilisé le modèle intersectoriel du Québec, de l'Institut statistique du Québec, donc qui est le modèle de base au Québec là, pour calculer les retombées économiques, qui nous permet d'avoir les retombées économiques en termes d'emplois créés, de PIB soutenu aussi par la dépense, et de regarder aussi c'est quoi les impacts fiscaux qui sont générés par ces dépenses-là. Donc, après ça, on a nos dépenses en termes, pas nos dépenses, mais on a nos impacts en termes d'effets directs et indirects, et on peut aussi calculer les retombées induits en faisant quelques calculs additionnels. Donc, lorsqu'on regarde justement le détail du 382 millions, on parle d'installation de 1 200 000 pieds carrés qui serait composé de 400 000 pieds carrés de scènes et environ 800 000 pieds carrés d'ateliers, entrepôts, bureaux, etc. Donc, on a posé des hypothèses de coûts au pied carré pour la construction de ces espaces-là. Donc, on arrive justement à 1200 pieds carrés pour un coût total de 232 millions de dollars au total. On a assumé que le coût du terrain, on allait acquérir un terrain de 2 millions de pieds carrés pour accueillir des studios de base et aussi permettre des agrandissements au besoin, donc des coûts d'acquisition de terrain de 50 millions en considérant un coût de 25 $ au pied carré là, qui était au moment de l'étude d'environ la valeur moyenne observée. C'est sûr que plus on se rapproche du centre-ville de Montréal, plus les valeurs au pied carré augmentent, mais si on s'éloigne un peu, là, les prix oscillaient là, des fois entre 18, 19, 20 $ du pied carré. Donc, on a choisi une valeur moyenne là, pour le calcul en tant que tel des retombées économiques.
Et ensuite, on a pris pour hypothèse une dépense là, de 100 millions en équipement cinématographique. Comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, les équipements sont très, très importants dans le choix des studios. Donc, les producteurs désirent avoir des installations à la fine pointe de technologie. Donc, il ne faut pas lésiner là, sur les dépenses d'équipement. Donc, ici, on a mis un 100 millions de dépenses dans nos hypothèses, donc pour arriver à 382 millions de dépenses. Donc, quand on regarde vraiment les retombées économiques qui sont estimées par rapport à ça, donc on arrive à des retombées économiques directes, indirectes et induites de 162,3 millions, 1600 emplois soutenus et 40 millions de revenus pour les gouvernements du Québec et le gouvernement du Canada. Donc ça, on parle vraiment là, des retombées économiques qui découlent des investissements qui seraient liés à la construction de ces infrastructures-là. Quand on regarde les retombées économiques qui découleraient de la production en tant que telle, donc ça, c'est un volume, là, les volumes récurrents de production qui seraient accueillis dans les installations nouvellement construites. Donc ici, ce qu'on montre, c'est on montre pour chaque tranche de 100 millions de production étrangère. Donc, on parle de retombées économiques directes, indirectes et induites de 94 millions, de presque 1400 emplois soutenus par tranche de 100 millions et de revenus gouvernementaux là, qui s'approchent de 30 millions de dollars pour les gouvernements du Québec et du Canada. Quand on plonge un petit peu plus spécifiquement, là, quand on regarde les emplois qui seraient créés directement, donc ça, il y a le concept d'impact direct et indirect. Là. Ici, on met l'emphase sur ce qui serait créé directement par 100 millions de production étrangère. Donc, parmi les 1300 quelques emplois qui seraient créés au total, on en aurait presque 800 qui découleraient de ce qu'on appelle dans le jargon économique les impacts directs. Et on a la distinction ici là, par code CNP, là, qui, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept des codes CNP, donc c'est une classification qui existe au niveau statistique pour définir chacune des professions présentes au Canada. Donc, chaque profession a un code CNP associé. Et puis, là, les différentes statistiques économiques nous permettent de déterminer que pour une dépense dans un certain secteur, on va avoir une demande dans tel type d'emploi. Donc, on voit ici, bien sûr, que c'est tout le personnel technique de coordination du cinéma là, qui serait très, très fortement, qui est fortement demandé ultimement là, quand on a des volumes de production, les acteurs, comédiens, concepteurs artistiques et en ensemble de techniciens aussi, là, de tailleurs, donc une autre diversité, une grande diversité de type d'emploi qui serait en demande suite, là, en fait, qui est déjà en demande quand on a de la production cinématographique au Québec. Et en fait, là, on veut juste démontrer la diversité des types d'emplois qui sont en demande dans l'industrie audiovisuelle au Québec. Donc ici, justement, là, un petit sommaire aussi qu'on revient sur les différents emplois indirects soutenus. Là, donc, une autre façon de le présenter où on voit qu'on a une grande diversité là, dans les équipes de production, les équipes de construction aussi, là, c'est important, on le sait, quand on construit certains éléments, des décors à construire. Donc, c'est tous des éléments qui sont importants au niveau des emplois créés. Juste un petit point aussi ici pour démontrer l'importance de l'écosystème au Québec. On a bien sûr le cœur de l'écosystème qui est la production de cinéma, télévision, animation numérique, mais l'écosystème là, qui est documenté justement par le BCTQ, où on voit qu'il y a une panoplie d'autres partenaires qui sont actifs de près ou de loin dans l'industrie audiovisuelle. Donc, bien sûr, les institutions financières, les fonds privés, les syndicats, les écoles de formation aussi qui sont importantes et aussi tous les fournisseurs d'équipements qui sont un joueur névralgique au Québec, là, qui sont des parties prenantes qui sont importantes dans le développement de l'écosystème. Autre élément, on entend beaucoup parler là, en fait, l'étude a mis l'emphase là, sur le développement d'infrastructures pour l'accueil de production étrangère. Par contre, dans le contexte de notre étude, on a aussi pu documenter certains impacts
positif pour l'industrie locale qui découle de ces investissements-là. Notamment, là, un des éléments principaux qui est ressorti des discussions qu'on a eues avec les différentes parties prenantes de l'industrie, c'est que le fait d'accueillir des grosses productions américaines ou internationales fait en sorte que nos studios locaux peuvent acquérir des équipements innovants, des équipements qui n'auraient potentiellement pas pu acquérir dans un contexte sans production de grande envergure. Et puis ensuite, ces équipements-là peuvent être utilisés par les productions locales. Donc ça agit aussi comme étant un levier d'attraction pour d'autres productions, mais aussi comme étant très, très utile pour que les productions québécoises domestiques soient en fait plus utiliser des technologies modernes et des équipements dernier cri qui sont utilisés à travers le monde. Il y a aussi l'autre point qui était intéressant, c'est le fait que les productions étrangères permettent aussi à notre main-d'œuvre locale au Québec d'entrer en relation avec des parties prenantes internationales et de rester là, à la fine pointe là, des différentes tendances dans l'industrie. Donc, certains impacts collatéraux là, sur la production locale qui découlent des productions étrangères au Québec. Bien sûr, là, on n'y échappe pas, là, comme je disais là, tantôt, là, des volumes additionnels de production étrangère ou de production tout court là, générerait une demande accrue d'emploi au Québec. Et on le sait, l'industrie audiovisuelle est touchée par la pénurie de main-d'œuvre, mais pas seulement l'industrie audiovisuelle, mais l'ensemble des secteurs d'activité au Québec, en fait, là, sont touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Je fais plusieurs mandats en ce moment là, qui touchent à divers secteurs d'activité économique et tous s'entendent pour dire qu'il manque de main-d'œuvre. Toutes les entreprises s'entendent pour dire qu'il manque de main-d'œuvre. Par contre, dans le cadre de notre étude, nous, sur l'audiovisuel, notamment en collaboration avec l'Actis, l'Actis est bien engagé par rapport à ça, par rapport au recrutement de main-d'œuvre, est engagé là, pour faire en sorte de répondre à l'enjeu de demande de main-d'œuvre. Et l'Actis est déjà engagé là, dans des démarches qui touchent les besoins de formation et puis regarder quel type de programme devrait être mis en place par discipline qui sont en demande actuellement. Et faire noter aussi là, que, bon, c'était pas le cas quand on a fait l'étude, mais le BCTQ a aussi lancé un chantier majeur là, qui touche la formation et la main-d'œuvre. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Là, c'est sur tout le côté fiscal. Donc, on avait aussi dans l'étude une comparaison assez détaillée entre les avantages fiscaux qui sont offerts par le Québec versus l'Ontario versus la Colombie-Britannique. Donc, de manière générale, là, je pense qu'on a un système, on a un régime fiscal qui est compétitif par rapport à la Colombie-Britannique et l'Ontario. Mon collègue Éric pourrait vous en parler longuement. Mais ce qu'on a constaté, il y avait probablement certains écarts là, au niveau de la production régionale qui pourraient faire en sorte là, que parfois certains producteurs québécois auraient avantage parfois là, à aller faire, par exemple, des tournages en Ontario parce que la bonification au niveau régional est parfois plus élevée, là, par exemple, en Ontario. Mais c'est clair que les enjeux là, reliés à la fiscalité sont très, très importants pour demeurer compétitifs face aux concurrents là, que sont l'Ontario et la Colombie-Britannique. Donc, on a offert justement 3 recommandations d'ordre fiscal dans le cadre de notre mandat. Donc, une recommandation numéro 1 qui touchait sur la bonification sous forme de récurrence et de volume. Donc, c'est-à-dire si on a un producteur qui s'engage là, à venir au Québec, là, disons, sur 3, 4, 5 ans, on pourrait y offrir certaines bonifications en s'engageant, s'il y a un engagement de récurrence et d'un certain niveau de volume de production au Québec. Aussi, une recommandation 2 qui touche une bonification saisonnière dans le contexte où on a quelques mois qui sont parfois plus creux là, au mois les périodes hivernales, par exemple, là, décembre, janvier, février, qui sont historiquement un petit peu moins occupés. Donc, on pourrait offrir certaines bonifications pour faire en sorte là, que ces mois-là sont exploités
complètement. Et aussi une recommandation 3 qui touche justement, là, comme je disais tout à l'heure, là, à la production régionale, donc de bonifier certains aspects qui touchent à la production régionale au Québec là, pour favoriser l'attraction, mais aussi la rétention de production québécoise, mais davantage en région. Donc, il est presque 12h45, donc je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour les questions. On a encore quelques temps pour les questions. Ça complète ma présentation pour aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vois qu'on a beaucoup de questions présentement sur le chat. Donc, certaines questions ont déjà été répondues au cours de ta présentation, mais je tiens à remercier effectivement Raymond Chabot, Grant Thornton d'avoir participé à cette étude et aussi à tous les partenaires, là, comme on l'a spécifié au début de la présentation, là, qui ont collaboré activement dans la méthodologie de l'étude et dans les résultats qu'on a énoncés aujourd'hui. Comme tu le mentionnais, l'étude a été publiée en mai dernier et certaines études et autres domaines statistiques n'avaient pas encore été publiées. Mais je vais y aller avec les questions. Alors, premièrement, on nous posait la question, et tu en as glissé sur le sujet un peu au cours de la présentation. Comment les besoins d'infrastructures pour les productions locales ont été évalués dans l'étude? Comment est-ce que comment justement la production locale a été c'est sûr que l'emphase de l'étude était certainement plus mise là, sur le volume de production étranger, en fait. C'est sûr que les tendances, là, lorsqu'on regarde les tendances là, les premiers graphiques que j'ai montrés au début dans le portrait, on voit clairement que la production audiovisuelle étrangère, ou en tout cas tout ce qui est les grands joueurs du streaming, il y a des très, très fortes augmentations dans ce secteur-là. Donc, l'étude a été réalisée dans un contexte où on va aller chercher notre part du gâteau de cette augmentation que l'on constate ailleurs au Canada et aussi aux États-Unis. Donc, c'était vraiment ça le contexte de l'étude, c'est comment le Québec peut aller chercher sa part du gâteau, là, de la croissance qu'on a vue depuis quelques années et qu'on s'attend aussi à voir dans les prochaines années. Là, parce qu'on voit, là, comme on le démontrait de façon assez équivoque, là, Toronto, Vancouver, il y a des investissements massifs qui se font pour aller chercher justement ces productions additionnelles-là qui se font depuis quelques années et qui vont continuer à croître dans les prochaines années. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas regardé en tant que tel les besoins en termes de production locale, considérant là, que je dirais qu'il y a plus de stabilité au niveau du volume qui est produit au Québec. Mais comme je disais dans les dernières diapositives que j'ai mis, il y a clairement certains liens, par contre, qui sont faciles à faire entre des nouvelles infrastructures de production qu'on dit étrangères, mais dans les faits, là, chez Melz et chez Grande, par exemple, là, clairement, il y a des productions locales qui se font aussi. Donc, dans ces grands studios-là, comme je disais, quand on a des investissements qui se font grâce à des grosses productions, c'est toute l'industrie québécoise qui en bénéficie. Là. Effectivement, puis tu parlais d'un chantier qu'on a mis de l'avant là, avec les différentes associations syndicales et les regroupements de main-d'œuvre ici au Québec, parce que nous, à la GRAP, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, autant dans les secteurs des tournages que les effets visuels et l'animation, c'est un sujet qui nous importe grandement. Et à la suite de cette étude-là, c'est certain que quand on parlait d'augmentation d'infrastructures, on voyait aussi le potentiel pour l'industrie locale d'avoir davantage aussi d'espace, parce qu'avec la situation qu'on a vue cet été, justement, on voyait que de l'espace studio, on en a manqué, et en ayant davantage sur le territoire, c'est là que ça vient bénéficier nos productions locales, autant en ayant des infrastructures qui sont neuves, qui vont être au dernier cri de la technologie, qui vont pouvoir être utilisées par notre production locale et qui vont aussi être, espérons-le, encore plus vertes dans notre transition écologique
pour le secteur. Donc, effectivement, c'est un sujet qui nous importe et c'est ce qu'on veut traiter dans ce chantier de main-d'œuvre. C'est dans nos priorités qu'on a établies avec les membres de ce chantier-là. Je vais passer à une deuxième question. Donc, on avait une question concernant les fournisseurs techniques et les sous-traitants qui ont été analysés dans le cadre de l'étude. Est-ce que, on me pose la question, est-ce que les fournisseurs de décors ont été traités et comment ont été traités les fournisseurs techniques et les sous-traitants là, quand on parle... Ouais. En fait, c'est ce qu'on est allé chercher, là, plus au niveau des données économiques, là, on a utilisé les modèles actuels et les données qui étaient disponibles. En fait, on a parlé à certains producteurs là, actifs au Québec pour bien, en fait, vraiment bien documenter de façon précise à quel endroit sont faites les dépenses. Là. Puis dans l'étude complète, là, on voit plus de détails justement sur les hypothèses là, tantôt, je parlais d'un 100 millions additionnel de volume de production. Donc, on voit justement qu'est-ce qui est compris dans ce 100 millions-là. Donc, on va voir justement les dépenses de base, bien sûr, en salaire qui composent une bonne partie des dépenses de production, mais on va voir aussi toutes les dépenses là, de costumes, studios, équipements techniques, etc. Donc, oui, c'est pris en compte là, dans ces éléments-là. Après ça, qu'on met ça dans la moulinette là, du modèle de retombées économiques, là, ça nous donne justement les retombées économiques par secteur d'activité et puis par type d'emploi, là, comme je l'ai montré. Là. Mais oui, c'est pris en compte dans une dépense là, de 100 millions de production. On a effectivement les dépenses chez les sous-traitants là, qui sont prises en compte là-dedans. Là. Justement, en parlant de retombées économiques, on nous posait la question comment, c'était quoi la méthode de calcul qui a été utilisée pour faire cette analyse au niveau des retombées économiques? Oui. Ben, en fait, c'est les retombées. En fait, là, on utilise la méthode, là, la méthode, je dirais, la méthode de référence au Québec. Là, c'est la méthode, en fait, c'est encore une fois rentrer dans le jargon là, trop spécifique, là, mais il existe au Québec là, le modèle intersectoriel de l'Institut de statistique. Donc, c'est un modèle qui est basé là, sur la structure économique du Québec qui est documentée par Statistique Canada. Et puis, ce modèle-là permet justement là, de calculer pour une dépense X là, qui est faite dans n'importe quel secteur d'activité au Québec. Ce modèle-là nous permet de savoir si on fait une dépense de temps dans tel secteur, quelle retombée économique on aura en termes de salaire, quelle retombée on aura en termes d'emplois créés. Donc, c'est aussi le modèle qui est utilisé par le ministère des Finances du Québec, par le ministère de l'Économie. Donc, c'est vraiment le modèle de référence qui est utilisé là, par le gouvernement du Québec pour faire ces calculs-là. Là. Donc, on utilise ça justement dans le contexte où le MEI était aussi un partenaire de l'étude. On a utilisé une méthode de référence là, du gouvernement du Québec pour calculer une retombée économique. Merci, c'est très clair. Toujours au niveau financier, mais là, cette fois-ci, plus au niveau des crédits d'impôt, rabais fiscaux. On nous pose la question, est-ce que le revenu pour le Québec prenne en compte aussi les rabais fiscaux offerts en services de production? Donc, par exemple, pour 28 millions de revenus pour le gouvernement, est-ce que c'est après déduction des crédits d'impôt offerts? C'est une bonne question. Écoute, sur le volet fiscal, c'est sûr que là, mon collègue Eric ne pouvait pas être là ce midi. C'est plus lui qui a couvert cet élément-là dans le cadre de l'étude. Au besoin, on pourrait revenir là-dessus, là, mais les retombées économiques qui sont générées par le modèle, c'est vraiment les retombées économiques là, qui découlent des salaires payés. Donc, ça l'exclut les retombées économiques qui découlent là, des impôts qui sont payés par les entreprises. Donc, typiquement, là, alors que dans les statistiques, là, plus à la fin là, où on documente les taux d'impôt, c'est vraiment les différents crédits d'impôt qui sont appliqués. Mais au besoin, s'il y a plus d'informations là-dessus, là, je suis certain qu'Éric pourra répondre en complément à ça. Là. Oui, et on pourra lui adresser la question directement et revenir à la personne qui a posé cette question. Oui. Effectivement. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui sont avec nous aujourd'hui, si vous avez des questions précises ou qui vous viennent suite à la lecture du rapport complet, là, j'ai vu que ma collègue Aurore a mis l'étude complète dans le chat qui est à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous écrire. Je vais mettre aussi mes coordonnées
dans le chat. Alors, ça va nous faire plaisir de vous répondre ou de redresser des questions aux personnes concernées. Aussi, on voit qu'il y a un manque, on arrive au constat qu'on a un manque à gagner au niveau du Québec, au niveau des infrastructures. Est-ce que lors de l'étude, on a considéré la dynamique du milieu torontois et de Vancouver? Pourquoi eux ont tant de succès avec l'augmentation de leur infrastructure et qui sont allés vers cette décision-là dans leur choix d'affaires, selon les analyses que vous avez faites là, et la veille que vous avez vue depuis pour concrétiser cette étude-là? Oui, tout à fait. En fait, je dirais que d'une part, pour Vancouver, qu'est-ce qui ressort beaucoup, puis qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là, c'est que c'est le fait, là, la proximité avec les milieux de Los Angeles, puis aussi la facilité d'accès là, pour Los Angeles, le climat aussi qui est avantageux à certains égards là, pour Vancouver. Donc, c'est sûr que c'est des facteurs clés de succès qui font en sorte que depuis plusieurs années, Vancouver est très, très attractif pour les communautés américaines, pour les producteurs américains. Pour Toronto, dans les points qui nous ont été partagés, notamment là, par certains acteurs montréalais, puis aussi par certains acteurs à Toronto, c'est vraiment le fait que les différentes parties prenantes se sont mis ensemble pour développer l'industrie. Il y a eu des démarchages communs, il y a eu des missions économiques de démarchage qui sont faites avec l'ensemble des partenaires de l'industrie, avec le maire de Toronto qui sont rendus à Los Angeles pour vanter les attraits de Toronto. Donc ça, il paraît-il que ça a été très, très efficace pour démontrer que l'écosystème torontois d'audiovisuel se tenait. Donc ça, c'est un point, je pense, un facteur de succès dont pourrait s'inspirer Montréal, le fait qu'on parle comme une industrie. Il y a aussi un autre élément qui est ressorti, là, c'est que la rapidité aussi avec laquelle là, la Ville de Toronto répond aux demandes parfois là, par rapport aux demandes de construction et par rapport aux différentes demandes reliées là, aux productions audiovisuelles. Donc ça, c'est des éléments auxquels je pense qui sont ressortis dans le cadre de nos recherches. Puis c'est sûr qu'il y a aussi certains grands investisseurs là, à Toronto qui sont impliqués. Là. Il y a PSP là, qui est impliqué dans certains projets. Donc, c'est sûr qu'il y a différents facteurs qui expliquent là, que Toronto a réussi à bien se positionner dans les dernières années. Là. Puis, au niveau des villes, est-ce que tu entrevois des opportunités de revenus dans l'augmentation d'infrastructures? Est-ce que Montréal ou Québec aurait des opportunités dans l'agrandissement de nos studios ou même dans l'arrivée de nouvelles infrastructures? Oui, bien, écoute, c'est sûr que c'est ça l'hypothèse de base, là, c'est que justement, là, c'est que je pense que au moment, là, puis je pense que Pierre est sur la ligne, donc salut Pierre. Mais tu sais, quand au début du mandat qu'on avait travaillé avec Pierre, c'était un petit peu ça aussi l'hypothèse de base, c'est qu'il y avait une effervescence de marché, qu'il y avait eu plusieurs contacts avec des joueurs majeurs de l'industrie qui demandaient des informations sur la disponibilité d'espace de production à Montréal et qui avaient un désir pour eux de venir produire à Montréal. Donc, clairement, il y a un besoin. Puis on entend parler des fois là, de façon informelle là, qu'il y a certains projets qui ne sont pas faits à Montréal justement là, parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Parce que justement, là, qu'une fois qu'on a un gros blockbuster qui vient s'installer à Montréal, c'est difficile d'en avoir deux en même temps. Donc, il y a des opportunités à saisir clairement là, selon les discussions qu'on a eues dans les derniers mois. Là. Bien, écoute, merci Jean-Philippe. On arrive au bout de notre temps et je te remercie justement d'avoir respecté notre temps qui était alloué. On va laisser un peu de temps à nos gens là, d'aller dîner avant de recommencer leur grande journée de travail. Je te remercie à toi, à ton équipe, à Éric Julien et à Nicolas Plante pour la tenue de cette grande étude qui nous semble porteuse et qui nous amène encore beaucoup de réflexions. On voit, comme Christine le mentionne dans le chat, qu'il y a vraiment un momentum planétaire présentement là, pour l'industrie de l'audiovisuel. La planète est contenue et le Québec a sa place à prendre dans
cette grande effervescence de notre industrie. Donc, on espère que cette étude-là a été vous intéresser, vous a suscité des réflexions. Si c'est le cas et si vous voulez partager avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Le BCTQ et la grappe par le biais de sa grappe industrielle veut connaître vos enjeux, veut répondre à vos questions. Et enfin, on est là pour ça. Donc, merci Jean-Philippe. Merci à Raymond Chabot d'être un des partenaires prestige du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Et sur ce, je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci Jean-Philippe.